Depuis plusieurs mois, l'instabilité s'installe à Paris. Gouvernements qui tombent les uns après les autres, Assemblée nationale divisée et une rue qui de plus en plus gronde. Dans ce climat tendu, la mobilisation Bloquons tout fait écho à la révolte des Gilets jaunes d'hier, mais avec une intensité nouvelle. C'est dans ce contexte que nous recevons aujourd'hui Maître David Libeskine. Maître Libeskine, bonsoir. Ah, Merci d'avoir accepté l'invitation d'être avec nous, Maître Libeskine, pour faire la lumière un peu sur ce qui se passe chez vous. Vous êtes avocat à la Cour, docteur en droit privé et cofondateur des Robes noires et Gilets jaunes, maintenant devenu Robes noires et Résistance. Pourquoi un changement de nom? alors, il me semblait qu'il était normal en fait d'élargir un petit peu le groupe à d'autres mouvements de contestation. Le mouvement des Gilets jaunes, c'était maintenant il y a 6 7 ans. Donc voilà, j'ai modifié il y a quelques semaines, d'accord avec l'accord de mes administrateurs sur ce groupe Facebook, ce nom. Voilà, je crois que tout le monde était d'accord. Voilà, faut élargir en fait le groupe. Aux différents contestataires qui ne sont pas forcément gilets jaunes. Et dans ce groupe, nous sommes à peu près 26 000 membres Mhm. et nous faisons en fait du conseil et de l'information générale sur les mouvements de contestation et les manifestations qui ont cours. Oui, oui, tout à fait. Pour débuter, Maître Libeskine, je souhaiterais revenir brièvement sur votre parcours et votre rôle dans ce mouvement des Gilets jaunes qui a marqué la France. Vous êtes avocat et journaliste engagé avec les Gilets jaunes depuis le début. Quelle a été la motivation initiale pour rejoindre ce combat? Je travaillais, j'ai vu le gardien de l'immeuble ouvrir sa porte et se s'engouffrer en fait dans le hall des Gilets jaunes. Et c'est là où je me suis rendu compte, en fin de compte, qu'il y avait, voilà, il y avait des manifestations sur la place de l'Étoile et que les forces de l'ordre gazaient les manifestants. Et j'ai parlé en fait avec ces manifestants. J'ai tout de suite vu que c'était des primo-manifestants, c'était pas des militants d'habitude, on va dire, et donc qui venaient de province, donc qui n'habitaient pas la région parisienne. Puis leurs revendications étaient saines, c'était le mieux vivre, un régime, instaurer un référendum d'initiative citoyenne en France. Et voilà, puis c'est un combat qui m'a plu parce que ça allait au-delà vraiment de toutes les étiquettes politiques. Oui. Vous avez également défendu certaines figures du mouvement des Gilets jaunes. Mm. Vous avez Oui, oui, gagné? oui, bah écoutez, j'ai défendu Priscilla Ludowski, j'ai été aussi l'avocat de Jérôme Rodriguez, la personne qui se fait borgner, et je suis aussi un des avocats de Maxime Nicole, qui est également une figure des Gilets jaunes, et j'ai évidemment été l'avocat au moins on va dire, près de 100 Gilets jaunes, mais anonymes, Hmm. qui n'étaient pas forcément médiatisés. Vous avez gagné tous vos procès? Non, on ne gagne pas tous ces procès, surtout que les procès qui ont été faits à l'encontre des Gilets jaunes, c'était souvent des procès initiés par le parquet de violences policières. Il est toujours difficile de gagner un procès d'un policier qui accuse en fait un manifestant d'avoir été violent avec lui si vous n'avez pas de témoins, puisque les policiers en France sont assermentés. Donc c'est leur parole qui prévaut Hmm. sur ceux malheureusement des manifestants, quoi. Mais bon, j'ai quand même aussi obtenu quand même des condamnations de policiers qui avaient été extrêmement violents envers les manifestants. Mais bon, vous savez, j'ai eu beaucoup de procès et un avocat ne gagne pas tous ses procès. Non. Un avocat qui vous dira le contraire de mauvaise foi Non. ou un vil menteur. Maître Libeskine, vous êtes une des figures médiatiques les plus connues du mouvement. Avec le recul, que retenez-vous de l'expérience des Gilets jaunes dans la vie politique française? On a assisté à un basculement parce que le mouvement des Gilets jaunes, enfin, il s'est aussi reproduit dans plusieurs pays, je crois une trentaine de pays, il me semble. Il y a vraiment un basculement dans la vie politique française parce que et surtout quand on regardait les revendications en fait, des Gilets jaunes, il y avait des revendications, évidemment, il y avait des revendications assez classiques, économiques, sociales et écologiques, et surtout, il y avait une forte revendication, c'était l'une des toutes premières, on va dire, c'était l'instauration d'un référendum d'initiative citoyenne, donc, qui permet en fait une participation directe des citoyens français aux décisions politiques qui étaient prises dans ce pays. Et je crois que notre régime politique actuel, notre constitution,
n'est pas du tout adapté et que, en fait, les Français, les Gilets jaunes qui sont descendus, voulaient évidemment changer de République. Hein. Ça Oui. restait quand même un mouvement révolutionnaire qui avait des revendications politiques. Oui. Mais aujourd'hui, la crise politique, pardonnez-moi, bat son plein. J'aimerais rentrer avec vous dans le cœur du sujet, la France 2025. Instabilité gouvernementale, austérité, mobilisation populaire. La situation actuelle, elle est explosive. François Bayrou a été renversé par un vote de défiance. Maître Libeskine, juridiquement et institutionnellement, que révèle cette instabilité à répétition sur l'état des institutions françaises? Alors, si vous voulez, jusqu'à maintenant, les institutions politiques de la Ve République ont toujours bien fonctionné. Il s'avère, lors des dernières élections, donc Emmanuel Macron a été réélu, candidat de l'extrême droite, mais en revanche, il n'a pas eu la majorité aux élections législatives qui s'en sont suivies. Mhm. Ce qui fait que l'Assemblée nationale française aujourd'hui en fait composée de trois blocs, on va dire un bloc politique de gauche, un bloc central, parce que les médias appellent central, qui comprend les macronistes, on va dire, et leurs alliés, et puis un bloc d'extrême droite qui est représenté par le Rassemblement national, qui est le groupe politique, en tout cas le parti politique, qui a le plus de députés à l'Assemblée nationale. Il y a 577 députés à l'Assemblée nationale, et donc pour faire voter les lois, il faut 50 plus 1, c'est-à-dire il faut 289 députés qui puissent voter la loi qui est proposée par le gouvernement. Et malheureusement, comme aucun de ces blocs, aucun de ces groupes, en fait, n'a une majorité, Emmanuel Macron gouverne à vue, donc il n'y a pas de majorité. Il ne veut pas négocier, en fin de compte, ces projets de loi, c'est-à-dire il y a très peu de négociations, ce qui fait qu'en fin de compte, on arrive à des renversements de gouvernement. Je prends de mémoire le quatrième ou cinquième Premier ministre qui vient d'être nommé. Là, c'est Sébastien Lecornu, suite à la chute de François Bayrou cette semaine. Ouais. Et donc, on vit effectivement dans un régime d'instabilité politique, ce qui empêche en fin de compte que le budget de la nation soit voté chaque année, ce qui est extrêmement grave. Mhm. Ça crée une instabilité politique, ça crée une peur de la part des chefs d'entreprise, de la part des marchés Ouais. financiers. L'Assemblée nationale n'arrive pas à voter en fait un budget, et c'est des budgets qui sont quand même en faveur des ultra riches, Ouais. c'est-à-dire Emmanuel Macron se refuse à taxer les ultra riches alors que leur fortune en quelques années ont quand même augmenté plus de la moitié, quoi. Considérablement. On y reviendra au budget. Maître Libeskine, du point de vue citoyen, selon vous, que ressent le peuple français face à cette succession de gouvernements qui tombent? En fait, il y aura une solution. Il y aura une solution. La solution, ça serait de faire une présidentielle anticipée. C'est-à-dire, le mandat d'Emmanuel Macron se termine au mois de mai 2027. Mais bon, on peut pas rester dans cette situation parce que, alors, il y a deux solutions. Soit il démissionne, ce qu'il ne fera pas, puisqu'il l'a dit lui-même, hein, il ira Ouais. jusqu'au terme de son mandat, ou soit il dissout l'Assemblée nationale. Ouais. Mais s'il dissout l'Assemblée nationale, je ne pense pas que ça va changer les grandes choses, parce que la France est vraiment divisée. Il est divisé en trois blocs, et puis bon, s'il dissout l'Assemblée nationale, il y a quand même un risque que l'extrême droite, en fait, ait la majorité de l'Assemblée nationale. Donc, voilà la configuration dans laquelle on est aujourd'hui. Donc, ça veut dire jusqu'en 2027, puisque le président Macron ne veut pas démissionner, Hmm. on risque d'être dans une instabilité politique et dans des mouvements de contestation, etc. Et Est-ce puis les que, budgets qui sont proposés, c'est de l'austérité à l'égard des classes moyennes qui voient leurs impôts augmenter. Voilà, on a des tas de mesures très néolibérales qui ne convient pas à 80% des Français. Hein. oui. Les sondages sont clairs à ce sujet. Est-ce que c'est réaliste de rêver ou de penser une destitution du gouvernement Macron avant 2027? Non, c'est pas du tout réaliste. Bon, il y a la France Insoumise qui est un parti de gauche qui a déposé une motion de destitution d'Emmanuel Macron, mais il faut que cette motion réunisse deux tiers de l'Assemblée nationale, ce qui est impossible en fait. Ce qui est Mhm. impossible. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est pas du tout réaliste. Ouais. Maître Libeskine, la nomination, on en a parlé un petit peu plus tôt, de Sébastien Lecornu, est-elle selon vous un choix de
continuité rassurante ou un aveu d'impuissance de Macron? En fait, si vous voulez, bon, Emmanuel Macron manque d'ouverture. La meilleure chose, ça serait de faire un gouvernement d'union nationale, où il y a des personnalités de gauche ou des personnalités de droite. Hmm. Je pense que ça serait la meilleure solution, puisqu'il ne dispose pas de la majorité, je le répète, à l'Assemblée nationale pour faire voter ces lois. Sébastien Lecornu, c'est un macroniste de la première heure. Hmm. Donc, en fin de compte, c'est comme François Bayrou. En fait, Emmanuel Macron nomme en fait ses amis, on va dire. Bon, après, il a le droit. Mais bon, qu'on n'a pas de majorité, faut essayer de négocier avec les partis présents à l'Assemblée nationale. Donc, ça ne va rien changer. Hmm. Monsieur Lecornu, d'ici quelques mois, reste encore de chuter comme François Bayrou, hein. Ouais. Donc, Emmanuel Macron insiste et persiste de nommer des hommes à lui, de son siragne. Donc, ça reste qu'en fin de compte, la stabilité politique risque de continuer. Il faut faire, à mon sens, il faut faire un gouvernement d'union nationale. Ouais. Emmanuel Macron ne le fera jamais. Maître Libeskin, le budget rejeté avec ses mesures d'austérité, jours fériés supprimés, les gels des prestations sociales, est-ce que cela n'est-il pas une provocation envers le peuple ou ça devient une nécessité économique? Alors, je ne vais pas en fait me prononcer si c'est des bonnes ou des mauvaises mesures. Et puis, effectivement, la France a quand même un déficit budgétaire de 3 000 milliards. Sous le règne d'Emmanuel Macron, et Emmanuel Macron a augmenté en fait le déficit de 1 000 milliards. En tout cas, au total, c'est 3 000 milliards. Donc effectivement, il y a des mesures à prendre, mais pour que ce soit des mesures d'équité et des mesures d'équité fiscale et des mesures de justice sociale, Ouais. que ne fait pas Emmanuel Macron. Bon, bien sûr, les Français ne sont pas idiots, ils savent très bien que compte tenu du déficit, en fin de compte, il faut prendre des mesures d'économie. Mais la difficulté, c'est que Emmanuel Macron n'est pas juste, n'est pas équitable. Hmm. Ce sont toujours les mêmes personnes qui sont touchées, ce sont les classes moyennes. Mais par contre, les ultra-riches, il ne veut pas les taxer. Donc, Hmm. c'est bien là la difficulté. Ouais. Ouais, vous avez raison. Après ces renversements successifs, on vient d'en énumérer quelques-uns, et cette défiance croissante du peuple envers ses dirigeants et cette montée des extrêmes, selon vous, faites-vous face à un véritable basculement démocratique aujourd'hui en France? Ah oui, oui, tout à fait. Je pense que malheureusement, je suis assez pessimiste, hein, en tout cas jusqu'en 2027. Je suis assez pessimiste parce que on va être je pense, dans l'instabilité politique et ça risque de mal finir malheureusement. Bon, Hmm. depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, donc depuis 2017, en fait, il n'y a que des mouvements de contestation, de social. Ouais. On a eu les Gilets jaunes, on a eu des contestations contre la réforme des retraites, etc., contre différentes lois qui voulaient faire passer. Et, parce qu'il ne veut pas négocier, il manque d'ouverture d'esprit. Et ce qui fait qu'en fin de compte, ça risque vraiment de se mal finir. Et ça active en fait aussi les Français euh, qui dirigent maintenant vers l'extrême droite avec le Rassemblement national. Hmm. Et on va dire vers la France insoumise, qui n'est pas cataloguée en tant que tel de, par- de parti d'extrême gauche, mais qui est vu en fait comme un parti politique d'extrême gauche. Et ces deux partis, en fin de compte, ceux qui font le jeu politique, on va dire à l'Assemblée nationale, et qui ont des positions très, très radicales. On risque quand même d'avoir encore des mouvements style Gilets jaunes de contestation, mais qui iront peut-être plus loin. Les Gilets jaunes ont été quand même assez pacifiques, malgré tout ce qu'on pourra leur reprocher, hein, mais je ne suis pas certain qu'en fait le prochain mouvement de contestation euh, soit aussi doux. Je pense qu'il sera radical et Hmm. en espérant que tout se passera bien. Mais bon, la France, en fait, c'est un pays de révolte, c'est un pays de contestation. Et peut-être qu'on est arrivé là pour faire naître ensuite une nouvelle société, plus juste et équitable. Est-ce que ça vous fait peur de potentiellement être associé à un regroupement qui pourrait être un peu plus agressif dans sa façon de faire que les Gilets jaunes? En fait, moi, évidemment, je suis très pacifique. Vous savez, je suis pas qu'avocat, je suis également médiateur, hein. Donc, je souhaite évidemment qu'on arrive à une solution amiable, à une solution pacifique. Mais malheureusement, avec Emmanuel Macron, ça va être difficile. Hmm. Et je pense que de manière générale, de toute façon, on est dans une fin de cycle où les gens n'en peuvent plus, où à un moment donné, ça va péter. Et voilà. Et donc, dans les prochaines années,
voire dans les prochains mois, on va assister en fait à un mouvement beaucoup plus radical que celui des Gilets jaunes, même si les forces de l'ordre sont très équipées, que Ouais. des tanks ont été commandés, etc. Enfin, pour des millions d'euros, on va en arriver là, parce qu'on a aussi évidemment une situation économique, alors je dirais pas qu'elle est désastreuse, mais si vous voulez, on a des problèmes de pouvoir d'achat également. En Hmm. France, tout augmente, les loyers, euh, les produits alimentaires, l'énergie avec l'électricité, etc. Donc, à un moment donné, tout ça va péter. Mais je pense malheureusement qu'on est obligé de passer par ce bal Ouais. pour pouvoir, en fin de compte, construire une nouvelle société qui sera plus équitable et plus juste. Ouais. J'aimerais vous entendre Malheureusement, maintenant. Hmm. Pardonnez-moi, j'aimerais vous entendre maintenant sur Bloquons tout. Le Oui. mouvement Bloquons tout est annoncé comme une réponse sociale d'ampleur. Maître Libeskin, voyez-vous dans ce mouvement une continuité directe des Gilets jaunes, de un, et de deux, juridiquement? Que risque-t-on ou que risquent les gens en cas de blocage massif, juridiquement? Alors, je pense qu'en fait, les Gilets jaunes, je crois que c'est un point de départ, on va dire, dans les dernières années de l'histoire française. Je pense que les Gilets jaunes, en fait, ont éveillé, en fait, les gens, leur ont fait prendre conscience qu'ils pouvaient prendre part, ou espérer prendre part à la décision politique de ce pays. Les Gilets jaunes, en fait, ont eu des méthodes de lutte qui divergent avec les habituels. C'est plus les manifs, comme on dit, syndicales, qui existent chez nous, saucisses merguez, on dit souvent. Hmm. C'est-à-dire, on va d'un trajet A à un trajet B, puis après, on rentre chez soi. En fait, les Gilets jaunes ont innové dans les luttes, ils ont fait des blocages, ils ont fait ce qu'on appelle des manifestations spontanées, que le gouvernement appelle manifestations sauvages. Mhm. On a eu quand même des milliers de blessés, on a eu quand même une quarantaine d'éborgnés, trois ou quatre mains arrachées, donc ça a été quand même un mouvement assez violent, mais pas de la part des Gilets jaunes en tant que tel, peut-être de la part des méthodes qui étaient utilisées, ce qui fait que la police a été violente. Ensuite, il y a eu différents mouvements. Bon, voilà, je vais passer. Et on arrive en fait à Bloc-en-Tout. Et Bloc-en-Tout, je pense que c'est dans la continuité du mouvement des Gilets jaunes, en tout cas dans l'esprit. Puisque les méthodes de lutte, ce ne sont pas des manifs saucisses merguez, hein, voilà, d'un point A à un point B. C'est des manifestations spontanées. Ouais. C'est des blocages. Alors évidemment, le fait de faire des blocages, en tout cas, c'est pénalement répréhensible, hein. Hmm. Se mettre sur une autoroute, bloquer la circulation, c'est une infraction en France. Pareil, hein, bloquer des raffineries, etc. Tout ça, en fin de compte, est infractionnel, hein, voilà. Donc, vous allez Les avoir, gens, donc, vous allez avoir des les gens à gens peuvent... défendre. Ah oui, oui, non, mais les gens peuvent être pénalement poursuivis, mais ce qui dénote, en fin de compte, qu'il y a vraiment que les personnes ont moins peur aujourd'hui, en fait, ont moins peur d'utiliser des Hmm. méthodes différentes que celles des manifestations habituelles. Et, et voilà, ils bloquent, ils font des occupations d'entreprises, de multinationales, etc. Hmm. Euh, Ils entravent la circulation sur le périphérique. Et je pense que c'est des méthodes nouvelles. Les gens n'ont plus peur, en fait, de finir en garde à vue ou d'avoir une condamnation pénale. Ça m'amène à la Hmm. question suivante, Maître Libeskin. La France va-t-elle s'embraser ou est-elle déjà sur le point de s'embraser? Alors, moi, je pense qu'elle est sur le point de s'embraser, mais bon, peut-être elle va s'embrasser l'année prochaine ou à la fin de cette année, mais je pense, oui, ça va arriver parce que les gens n'en peuvent plus. Donc, mais je pense que c'est un mouvement, bon, évidemment, qui est spécifique à la France, mais je pense en fait, c'est un mouvement qui va s'étendre, en tout cas, dans tous les pays occidentaux, comme chez vous, par exemple, Mhm. aux États-Unis ou en Europe. Je pense que les gens, de manière générale, en fait, rejettent la classe politique, qui est souvent, et ça faut le dire, hein, qui est souvent corrompue. Une bonne partie de la classe politique Mhm. est corrompue. Il y a une connivence extrêmement forte entre les politiques, que ce soit en France ou ailleurs, et les puissances financières et économiques, et l'argent, on va dire, de manière plus générale. Ouais. Et je Mhm. pense que les gens, ils voient ça, et pareil, il y a aussi la question des privilèges, hein, voilà, les hommes, certains hommes politiques, en tout cas certains, ont des privilèges que n'ont pas évidemment les Français. Mhm. Je ne sais pas si c'est pareil au Québec ou dans d'autres pays du monde, mais Ouais. je pense en fait que
il va y avoir une prise de conscience que l'économie, on va dire, que le système économique néolibéral ne profite en fait qu'à une poignée, qu'à certains, Hmm. Ouais. et que ce système profite de moins en moins à la classe moyenne, Hmm. ce qui fait que je pense qu'on va assister dans les années à venir, que ce soit en Europe ou aux États-Unis ou au Canada. Je pense que le monde, en fin de compte, est en fin de cycle, parce qu'on voit bien que la puissance américaine est déclinante Hmm. face à la Chine, voilà, qui a des nouvelles alliances avec le BRICS du côté de la Chine, de la Russie, de l'Inde, etc. Et qu'on sent que l'Occident, si vous voulez, en perd de vitesse, parce que les États-Unis sont endettés, le Canada, je ne sais pas. Je vous confirme que le Canada est endetté. Il s'est endetté à un autre niveau avec Justin Trudeau et Mark Carney, notre nouveau premier ministre, est en train de nous endetter de manière supérieure à ce que Justin Trudeau a fait tout le long de son passage ici. Donc, je vous confirme qu'on est un pays endetté. En fait, je pense que de plus en plus, les pays occidentaux, ce sont des pays qui sont de plus en plus endettés. Ça m'amène à nous diriger vers, à l'extérieur, si vous voulez, des frontières françaises. J'aimerais ça regarder avec vous ce soir ce qui se joue à l'échelle européenne. La France est scrutée par l'Europe entière, perçue comme un maillon faible de la zone euro, avec une dette massive et une perte de plus en plus de crédibilité. Maître Libeskine, qu'est-ce que cela signifie pour la souveraineté nationale? Ah non, mais je crois qu'il ne faut pas se leurrer, la France a perdu sa souveraineté depuis longtemps. Bah, depuis qu'elle est rentrée de toute façon dans l'Union européenne, il n'y a pas que la France. Tous les pays de l'Union européenne ont perdu leur souveraineté. Hmm. C'est-à-dire que chaque année, en fait, le budget national de chaque pays est contrôlé par la Commission. La France rend compte tous les ans de son budget avant qu'il soit voté à l'Assemblée nationale devant la Commission. Donc, si vous voulez, on n'a plus de souveraineté en fait en matière économique et sociale, Hmm. enfin tous les pays de l'Union européenne. Et c'est bien la difficulté, c'est que depuis des années et des années, en fait, l'Union européenne nous impose une politique de rigueur salariale. Ouais. Ce qui fait qu'en fin de compte, on a perdu notre autonomie en matière économique et sociale, en tout cas en matière économique, mais ça a un impact évidemment Hmm. sur la politique sociale. On a aussi un petit peu en matière de politique étrangère. Donc, je veux dire, l'Union européenne, en fait, à part l'euro, et encore pour ceux qui voyagent, je ne vois pas franchement ce qu'elle a apporté. Moi, j'ai connu la période du franc, hein, voilà, une autre Hmm. monnaie, on avait une monnaie nationale qui était le franc. Ensuite, on est passé à l'euro, les prix ont augmenté, il y a eu une inflation terrible. Ouais. Mais si vous voulez, à part ça, je ne vois pas en fait ce que l'Union européenne apporte à la France, hein. Ouais. Et donc, voilà, on a vraiment une perte d'autonomie dans tous les secteurs de la vie économique, ce qui fait que maintenant, on dépend que de l'extérieur, quoi. Ouais. Voilà. Maître Libeskine, en 30 secondes, pour conclure, selon vous, quelle est surréaliste pour la France? Réforme profonde, nouvelle république ou rupture radicale avec le système actuel? Moi, je pense en fait qu'il faut une rupture radicale avec le système actuel, parce que rien ne va, en fait. Et on est face en France, en fait, alors je ne sais pas si c'est le cas au Canada ou dans d'autres pays, je ne suis pas vraiment interrogé, en fait, des personnes qui vivent de la politique pendant 40 ans. Hmm. Et ça, il faut arrêter. Voilà, c'est pour ça qu'il faut une révolution radicale, on va dire. Il faut changer, faut changer sans doute de constitution, de république pour éviter ce type de professionnalisation, en fait, Hmm. de la vie politique française, Ouais. quoi. Maître Et donc, tout Libeskine, ça, il faut le changer, quoi. oui, Il faut le c'est ça. changer, puis faut que le peuple soit beaucoup plus souverain. Hmm. C'est-à-dire qu'il soit consulté. Faut mettre en place une démocratie, on va dire, alors, au moins semi-directe, quoi. Ouais. Pour que le peuple puisse être consulté régulièrement par référendum. Ouais. Maître Libeskine, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir pour nous donner un topo de ce qui se passe en Europe, plus précisément en France. Ça a été un honneur de vous avoir sur notre plateau. Ben, merci beaucoup à vous. Vous savez, la France est à la croisée des chemins entre défiance, colère sociale et avenir européen incertain. À chacun de juger si nous assistons à une résurrection citoyenne ou à un basculement démocratique.